Les titres de l'ACP, toujours à sa une, l'agence congolaise de presse d'écrire déploiement en Ituri d'un bataillon force spéciale contre les groupes armés. Voilà, ce sont là des titres à la manchette de l'ACP. Et notre journal que nous avons reçu ce matin, c'est La Percée de Sylvanie Kiakou, qui a titré détournement de 120 millions de dollars au Kasaï. C'est à sa une, toujours à sa une, La Percée d'écrire. Adel Kaïnda ne jure que par la relance de l'Amiba. On reste avec la Percée qui s'intéresse au loi là-bas en titrant Richard Mouyège remet le tablier à l'expéditeur. À ce sujet justement, La Percée dans ses pages intérieures note que Richard Mouyège, pendant qu'il était mis à l'écart 2 ans durant, n'avait jamais perçu son salaire, n'avait plus perçu son salaire. Voilà, c'est La Percée qui le dit. Et notre journal, c'est La Prospérité qui titre Essu Mouyaya et Moindo dévoilent une série d'actions chirurgicales. Toujours à sa une, La Prospérité d'écrire M23, une rébellion au service d'un leadership en détresse. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus le matin. Nous avons 2 invités avec eux. Nous allons bien sûr analyser les titres de ces journaux que nous avons reçus aussi. L'actualité, c'est la réaction du gouvernement, le gouvernement congolais, après les déclarations de Paul Kagame, président rwandais, au sujet de réfugiés congolais qu'il a déclaré n'est plus les recevoir en République, au Rwanda, bien que le porte-parole du gouvernement rwandais était revenu pour essayer un peu de rectifier les propos par rapport à cela, mais le gouvernement congolais a réagi hier à travers son porte-parole Patrick Mouyaya qui juge qui voit mal le fait que le réfugié congolais soit instrumentalisé par Paul Kagame pour des raisons politiques. Autre sujet, c'est la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. En tout cas, le franc congolais aujourd'hui, le dollar américain est échangé à 2200 francs congolais. Ça dépend de communes, des quartiers, d'autres endroits plus que ça, d'autres même c'est 2100. En tout cas, ça a pris de l'ascenseur. Nous allons analyser avec nos 2 invités. Walter Couille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et bonjour et meilleurs vœux à l'ami avec lequel nous allons échanger. Vous allez le présenter tout à l'heure. Oui. Alors en face de Walter Couille, son co-débatteur, c'est Joseph Kaembe. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à mon frère, confrère aussi, Walter. Je suis heureux de participer à cet échange. Alors, c'est votre première participation à Kiosque? Oui, à Kiosque, c'est la première fois que vous nous avez quand même invités. Voilà. Alors, vous avez un commentaire à émettre par rapport au titre de journaux que nous venons de lire? Oui, d'abord, on ne peut pas manquer un commentaire à faire. On commence d'abord avec la réaction du gouvernement. Mais avant peut-être de parler de la réaction du gouvernement, je voulais expliquer quelque chose en ce qui concerne la façon ou les comportements actuels du gouvernement, du président rwandais. Je pense que l'ère actuelle, tout Congolais peut bien comprendre les réactions intempestives du président rwandais. C'est le fait qu'il s'est vu au bout. Il pensait qu'il allait toujours avoir une main mise sur la République démocratique du Congo, où il pouvait facilement entrer et voler les minéraux et faire ses magouilles, faire nommer ses caciques, etc. Mais le temps est révolu. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'à chaque fois qu'il est devant les représentants, ou soit les représentants de son pays, etc., il faut toujours qu'il cite la RDC, qui dit ceci. Je pense que ça n'a aucun impact. Et j'ai aimé même ce que le ministre Mouyaya a dit. Ça s'appelle aussi un chantage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, a quand même des moyens de faire tout ce qu'il est en train de faire? Non. Mais la seule chose que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui,
c'est regretter du fait que le gouvernement actuel de la RDC a essayé un peu de clouer les choses, de fermer les portes où ils avaient hier la possibilité de tout prendre, ils avaient la possibilité de se faire représenter d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi tout ce que je peux dire en ce qui concerne... Il est aux abois, on peut dire ça. Mais oui, il ne sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est attaquer la RDC et faire les chantages. Je ne prendrai pas les victimes, etc. Mais en réalité, le vrai problème, c'est ailleurs. Voilà, c'est d'ailleurs un des sujets retenus. Alors, Walter Kouy, vous également, vous avez un commentaire par rapport au titre de journaux que nous avons lus tout à l'heure. Oui, pour renchérir ce que mon frère venait de dire, Kagame aux abois, et il faut le retenir, il ne peut pas, lui, refouler les réfugiés. Il ne peut jamais, comme l'a rappelé le ministre également de la communication, il y a plus de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et si nous décidons de reverser tous ces Rwandais qui ont trouvé refuge ici chez nous, c'est lui qui sera asphyxié et pas nous. Nous avons la possibilité de dispatcher nos compatriotes qui sont ça et là s'ils reviennent au pays, mais lui n'a pas cette capacité. Autre faute, il refuse ou voudrait refuser le refuge d'accueillir les réfugiés, oui, aux Congolais, mais il accepte que l'Angleterre lui envoie les demandeurs d'asile ou les demandeurs de résidence en Angleterre. Ça ne doit pas se passer comme ça. Son pays, ou lui-même, par son pays, est signataire des différentes conventions et chartes, et il est obligé de se soumettre. Il ne doit pas se soustraire des exigences s'agissant de la protection des réfugiés. Je crois que c'est un chantage. Il n'osera pas aller jusqu'au bout de la logique de sa déclaration. Autre élément à soulever, nous devons profiter de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international pour appuyer encore et arriver à ce que le Rwanda soit sanctionné. Parce que jusque-là, on se limite aux condamnations. Ça ne suffit pas. Ce ne sont pas toutes ces condamnations qui feront en sorte que tous ces Congolais qui sont morts suite à cette guerre hybride que nous mène le Rwanda reviennent à la vie. Tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans les champs, dans les mines, les infrastructures, le Rwanda doit nous payer autant. L'Ouganda devrait le faire également. Et aussi le Rwanda s'agissant de la guerre de Kisangani. Raison pour laquelle j'insiste sur la nécessité de faire en sorte que ce vent qui est en quelque sorte, qui est à notre avantage, soit poussé pour que nous fassions subir ou nous fassions sanctionner le Rwanda qui a causé beaucoup d'ennuis à notre pays. Alors, j'aurais souhaité qu'on commence avec le sujet de la dépréciation du franc congolais, mais comme nous sommes déjà dans ce sujet du Rwanda, Walter Kouy, est-ce que la réaction du gouvernement hier, elle est une réaction forte par rapport à ces déclarations de Kagame? Bon, je dirais que la réaction est proportionnée, elle est à la taille de ce que le président Kagame a dit. D'ailleurs, j'ai suivi Madame Mokolo du Rwanda, qui a rétropédalé pour dire que les gens ont mal interprété. Non, c'était un rétropédalage. Kagame, devant les parlementaires, a dit ce qu'il a dit. Alors la dame, comprenant qu'il allait contre les conventions et la Charte des Nations Unies, ils ont voulu faire rétropédalage et je crois que la on dit qu'elle est d'un parent congolais. D'un parent congolais, mais elle a choisi la nationalité rwandaise et elle assume. Et tout ce qu'elle fait, c'est toujours pro-Rwanda. Vous voyez toutes ces publications sur les réseaux sociaux, sur Internet, bien qu'à chaque fois on lui dit que mais tu es... Non, quand quelqu'un se naturalise ou a un autre parent rwandais, c'est le cas de... Non, Kariga avait des parents, père et mère rwandais. Mais quand quelqu'un dit que je suis rwandais ou congolais et que s'assume dans ses actes, nous n'avons pas à nous plaindre. C'est comme ça que ça se passe partout. Ce sont seulement les nôtres, quand ils sont ailleurs, ils trahissent la nation et malheureusement, c'est question de revenir sur l'éducation au niveau des bases. Nos enfants que nous formons aujourd'hui, ils doivent apprendre à aimer ce pays et à le servir partout où ils vont. C'est ce que font les Chinois. Partout où les Chinois se trouvent, ils font en sorte de soutirer, de retirer une information ou quelque chose d'important pour son pays.
La Chine, qui dans les années 80 était un pays pauvre, aujourd'hui fait tête ou tient tête aux États-Unis et à toutes les grandes nations, je dirais, développées. C'est à nous de travailler. Cela ne doit pas se limiter aux incantations, mais c'est dans le travail, dans le sérieux, et si nous nous engageons véritablement pour transformer ce pays. Alors, comme Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, dit qu'il y a plus de Congolais, des Rwandais qui sont au Congo, et que les Congolais qui sont au Rwanda sont moindres aussi. Le ministre de l'Essu qui était en briefing avec le Patrick Mouyaya, qui a rajouté qu'il y a quel Congolais qui va accepter d'aller vivre en prison au Rwanda. Face à ces nombres plus importants des Rwandais, est-ce que la RDC devait-elle pas aussi refuser l'entrée des Congolais ou respecter seulement les droits internationaux? Non, la RDC doit respecter, nous sommes signataires. Quand quelqu'un fuit la guerre dans un coin quelconque, on ne doit pas lui empêcher de traverser la frontière. Nous sommes respectueux. Même Kagame, c'est un chantage. Je sais qu'il ne va pas aller dans sa logique jusqu'au bout. Mais s'agissant du nombre, c'est clair. Nous avons plus de 200 000 réfugiés rwandais sur notre territoire, mais là-bas, ils sont moins de 100 000 Congolais qui ont trouvé asile. Et pour la plupart, ce sont des gens qui ont des familles de l'autre côté de la frontière. Ce sont les mêmes qui, quand ils reviennent ici, ils travaillent plus pour le Rwanda que pour la République démocratique du Congo, malheureusement. C'est à nous de mieux nous organiser pour éviter tout ce qu'on dit comme infiltration, parce que nous ne devons pas tout le temps revenir sur ça, que ça ne va pas, nous sommes infiltrés. Quand les gens traversent la frontière, on doit les contrôler. S'ils étaient 10, il faut qu'à leur retour, ils reviennent 10. S'ils ont eu des enfants, il faut qu'on puisse répertorier. Dans les camps des réfugiés, je me suis promené à travers différents camps des réfugiés. Quand un enfant naît, il y a l'acte ou attestation de naissance que l'on fait. Et quand ils reviennent, si une famille dit que nous disons que cette famille est allée, vous étiez 5, vous ne pouvez pas revenir à 10, ils doivent prouver pourquoi revenir à 10. Pour que nous puissions inviter à ce que les pays frontaliers puissent nous injecter des infiltrés sur notre territoire. Donc, tout cela dépend de la façon dont notre administration est organisée. Si nous voulons faire mieux, si nous voulons vivre mieux, ça se prépare et cela, c'est dans le sérieux. Alors, Joseph Kayembe, vous également, comment est-ce que vous avez perçu la réaction du gouvernement? Parce que tout le monde attendait cela après que les présidents rwandais aient déclaré par rapport aux réfugiés. Oui, comme le disait tantôt mon frère Walter, je pense que c'est une réaction normale. Parce que, madame, d'abord, il fallait comprendre que, d'abord, ce que les Rwandais sont en train de faire, c'est que la réaction, ou soit la sortie médiatique du président rwandais, cache quelque chose. La première des choses, c'est que les droits humains ne représentent rien devant lui. La liberté d'expression également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une situation. Et si l'administration de notre pays, on n'arrive pas à prendre des choses au sérieux, vous allez voir qu'il y aura toujours des infiltrés. Parce que c'est ça même ce qui est derrière cette sortie du président rwandais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une situation pareille. Il faut dire que non, nous n'allons pas prendre en charge les réfugiés congolais. Et on va les renvoyer de n'importe quelle manière. À l'Est, là, vous savez les conditions. Ils vont pénétrer. Ils auront des cartes parce que bientôt, c'est l'enrôlement. De l'autre côté, ils auront des cartes et par après, vous aurez des bourgmestres, vous aurez encore des autorités au niveau de l'armée, au niveau tout des Rwandais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des mesures. Moi, je pense que la réaction du ministre de la Communication est réelle et ça montre réellement ce qui est la personne. Donc, la personne de Kagame, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Parce que si quelqu'un, c'est comme on l'a dit, si nous avons des problèmes entre vous et moi et il y a quelqu'un qui a fui la guerre, on ne peut pas quand même l'empêcher de rester dans ces pays-là. On ne peut pas l'empêcher quand même d'aller quelque part dans un camp de réfugiés. Mais quand il dit, ça montre tout simplement qu'il n'a pas un cœur. Et derrière ça, comme je le disais tantôt, il y a un agenda caché. Il veut monnayer les réfugiés comme a dénoncé Human Rights Watch et puis... Effectivement, il faut aussi monnayer et par après et aussi infiltrer.
Se faire représenter en République démocratique comme il sait qu'il ne peut rien faire sans la RDC. Il ne peut pas se développer. Il ne peut pas faire le business sans la RDC. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut infiltrer. Il faut envoyer des gens. Il faut faire ceci. Voilà pourquoi nous, Congolais, les gouvernements congolais doivent prendre des choses au sérieux. Alors, ce que j'allais dire, pour mettre fin à cela, faudrait-il pas s'attaquer à la source même du problème? Pourquoi les Congolais vont de l'autre côté? Parce qu'en suivant les déclarations de Kagame, il a même dit que lui, il n'est pas à la base de ce qui se passe en RDC. Les gens sont en train de fuir la mauvaise gouvernance. Est-ce qu'on peut comparer notre gouvernance, même si c'est vrai, on n'est pas là pour chanter? Est-ce qu'on peut quand même comparer notre gouvernance à celle du Rwanda? Non, il n'y a pas match. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, au Rwanda, on ne peut pas se lever parler. Il n'y a pas la liberté d'expression. Tous ces les Kagame, donc c'est Kagame qui fait tout. C'est lui, le roi, qui dicte tout ce que le peuple rwandais peut faire, peut dire. Donc moi, je pense que le problème, ce n'est pas la mauvaise gouvernance. C'est notre ennemi, qui est le président rwandais, qui peut se métamorphoser à travers ces groupes qu'on appelle M23. Mais M23, c'est quoi? C'est les Rwandais. C'est le Paul Kagame lui-même qui cherche ces minéraux. Nous savons comment les choses se passent. Nous savons pourquoi il est en colère. Parce que maintenant, il n'a plus des intérêts. Ses intérêts sont touchés, ne sont plus encore protégés en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la guerre pour trouver, si peut-être je peux trouver quelque chose, mais c'est déjà, les temps révolus, il est vraiment en perte de vitesse. Il n'y a rien qui peut faire concrètement. Voilà. Maïgardi Diana nous rejoint dans ce plateau des kiosques. Bonjour Maïgardi. Bonjour madame, bonjour à mes co-débatteurs et surtout aux téléspectateurs de kiosques et la grande équipe technique derrière. Vous entrez directement dans le sujet. Nous parlons de la réaction du gouvernement au sujet du propos, déclaration de Paul Kagame qui déclarait, malgré qu'ils ont un peu changé à travers son porte-parole, ne plus recevoir le réfugié congolais. Alors la réaction du gouvernement, comment est-ce que vous la jugez? Merci pour la question. Je crois que la réaction du gouvernement, moi je n'ai pas à établir un jugement dessus. Sauf que je crois que, à mon sens, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, moi, que ce soit l'attitude du Rwanda ou encore la réaction du gouvernement ne me surprend pas. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est que la correction apportée dans la deuxième déclaration officielle du gouvernement rwandais, c'était pour corriger quelque chose qui était dit de manière sanguine et de manière épidermique. Je préfère m'attarder sur le pourquoi de cette décision, le pourquoi de la réaction de Paul Kagame. Peu de gens le savent, mais je ne cesse de le dire aujourd'hui. C'est que si sur le plan militaire, les gens estiment que l'état des sièges ou encore les différentes stratégies mises en place jusqu'à aujourd'hui n'a pas apporté des résultats escomptés, mais sur le plan stratégique, cette situation nous a permis de largement évoluer et de voir les choses en un peu plus clair. La réaction de Paul Kagame aujourd'hui, qui du reste a été corrigée parce que vous ne pouvez pas être en pourparlers de paix avec un État, entre guillemets, ami, et au même moment arrêter ou encore fermer les frontières. Ça veut dire que c'était une réaction, c'est vrai. J'entends souvent les réactions pour dire il veut monnayer, il veut marchander derrière l'accueil des réfugiés et autres. C'est peut-être une hypothèse. Mais moi, je crois qu'à ce stade ici, moi, je vois les choses différemment. Il y a eu une crainte, c'est que le Rwanda ayant compris que finalement le rapport de force ont changé et qu'aujourd'hui, la plupart des partenaires qui autrefois formaient un cercle autour de lui commencent à changer d'avis parce que les Occidentaux ne sont pas nos amis. C'est des gens qui n'aiment pas se salir. Quand les affaires explosent, ils finissent par se retirer. Mobutu a joué un plus grand rôle que Paul Kagame jusqu'à ce qu'on le lâche en lui envoyant un message par un petit ambassadeur comme Bill Richardson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé presque isolé dans un contexte et que cette fois-là, par précaution, combien ne cessons-nous pas de dire aujourd'hui qu'on veut, c'est vrai, faire évoluer cette situation, mais quelle est la capacité de contrainte qu'on a devant le Rwanda pour que finalement on arrive à trouver un cessez-le-feu et un accord? Nous, on ne veut pas négocier, oui, mais les autres ont des intérêts. Les États frères s'emmènent pour jouer simplement à la médiation,
on veut d'une manière ou d'une autre nous imposer une zone tampon, ça veut dire qu'on nous prend dans le lot de protagonistes. Maintenant, le problème ici, c'est que la RDC doit aussi utiliser tous les instruments en sa disposition qui lui permettra de pouvoir gagner la guerre, notamment l'infiltration et autres. La RDC en a le droit. Stratégiquement, quand on sent qu'en face de nous, l'autre semble vouloir camper sur sa position, on sait qu'aujourd'hui, de manière frontale, on ne peut pas engager un combat à l'arme lourde parce qu'on ne peut pas faire de notre propre sol un champ de bataille, un champ de tir. On ne peut pas le faire quand les miliciens, un petit contingent, prennent nos propres citoyens pour bouclier humain. Ça veut dire que stratégiquement, il faut penser à autre chose. Et je crois qu'à ce stade ici, c'était une réaction anticipée. Mais en gros, j'estime que... La réaction de... La réaction de vouloir fermer les frontières. C'est une réaction anticipée. Il dit, écoute, ces gens ici commencent à évoluer un tout petit peu dans la stratégie par précaution. Il faudra filtrer. L'idée de filtrer les entrées. Pourtant, c'est une zone où, en termes d'échanges commerciaux, on a toujours vécu ensemble. Et les gens ignorent encore cette question. Pourquoi? Parce que cette décision arrive après que le M23 ait pris position sur un autre axe stratégique, Niamey-Lima, qui est presque le corridor qui amène vers l'Ouganda, c'est-à-dire la jonction vers les échanges avec l'Ouganda. La question, c'est pourquoi? C'est d'abord pour des raisons stratégiques, c'est pour des raisons militaires, et finalement, ils se sont rendus compte que pour un État qui est en pourparlers, pour des raisons de convention, on ne peut pas prendre ces décisions à la hâte. Ils tentent de le corriger, mais la réaction du gouvernement, c'était normal. Je trouve qu'on est dans une guerre qui, c'est vrai... Alors quand le gouvernement dit qu'il y a plus de Rwandais qui se réfugient ici que les Congolais de l'autre côté, si on va dans la notion de la réciprocité et que nous, on décide de faire la même chose, je crois que l'État qui en sera perdant, c'est le Rwanda. Nous, on a non seulement des sujets citoyens, mais des entreprises d'intérêt rwandais sur notre sol, pour ne pas citer seulement que rwandais. Donc, en gros, si on va sur ces terrains-là, en termes de réciprocité, je crois que c'est le Rwanda qui en sera perdant. Et je crois que le Rwanda... Ça ne serait pas la meilleure solution, autant plus que, même si vous dites que Kagame aux abois, mais sur terrain, le M23 continue à attaquer. D'ailleurs, ils sont en train de faire de faux traits. Je vous ai déjà expliqué si le M23 continue à attaquer, pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de guerre, ces gens-là exigent quelque chose. Le seul moyen de contraindre qu'ils ont, c'est justement cette position de guerre. Vous allez demander au M23 de se retirer, ou ils vont se retirer, mais ils vont continuer à bouger. Pour des raisons stratégiques, c'est un faible contingent qui, une fois statique, stratégiquement peut se faire prendre. Donc c'est un mouvement qui sera constamment en mouvement pour limiter, échanger régulièrement les différentes stratégies mises en place pour les attaquer et le mettre hors état de nuire. Donc ça, ce sont des questions d'ordre stratégique et militaire. Le M23, c'est un mouvement qui sera constamment en mouvement et constamment en train de mener d'assaut pour justifier leur présence et contraindre l'État congolais à la table des négociations. Ça, c'est une question connue et j'espère que les services d'intelligence travaillent aussi cette fois-là pour quadriller et trouver une solution adéquate pour finalement en mettre hors terme. Et la meilleure solution serait peut-être d'attaquer ce problème qui emmène ces réfugiés à aller de l'autre côté. Comment est-ce que le gouvernement non, la vérité, c'est que la meilleure solution, ça serait d'arrêter que ces réfugiés traversent de l'autre côté. Je ne suis pas sûr que c'est une décision qu'on puisse prendre. Non, attaquer le problème qui fait que ces réfugiés aillent de l'autre côté. C'est une trilogie. Vous ne pouvez pas demander à une population qui vit dans un espace où la situation de guerre est permanente et que finalement vous lui interdisez de pouvoir trouver le centre économique le plus proche pour pouvoir survivre. C'est impossible. C'est une trilogie. La seule façon de résoudre, c'est mettre fin à la guerre, recréer un cadre de vie là-bas, et vous verrez que de moins en moins, parce qu'en gros, si vous regardez très bien, dans le rapport des échanges commerciaux, c'est nous qui fournissons le plus. Ils viennent, ils prennent les intrants, ils vont, ils transforment, et nous, on va rechercher la même chose qu'ils ont pris chez nous. Qu'est-ce que les Congolais vont chercher au Rwanda? Si ce n'est juste ce marché de consommation, si ce n'est juste aussi ces petits semblants de cadres de vie. C'est important, parce que vous avez des produits, vous en avez de l'autre côté. Je sais que c'est important, mais nous, on peut faire mieux, justement, si on arrivait à mettre fin à la guerre. Donc le problème ici, c'est que la situation de guerre et la Libye qui permet justement aux Congolais de pouvoir, de temps en temps, aller de l'autre côté. Si on veut vraiment y mettre fin, c'est de pouvoir mettre fin à cette guerre, recréer un cadre de vie. C'est pas pour aujourd'hui. Hein. À l'allure vont les choses. Est-ce que la guerre, il faut du temps? Être sincère, il faut du temps. Voilà, Walter Kouy, est-ce que par rapport à
attaquer le problème à la source. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je suis parmi ceux qui estiment que pour mettre un terme à cette situation, nous devons, sur le plan militaire, gagner. Militairement gagner, pas par les négociations. Parce que cette situation, je le disais il y a 8 à 10 ans passés, il faut totalement défaire le M23. À l'époque, en 2013, quand ils sont allés se réfugier, nous avons eu une période de paix de 10 ans. Mais si on les avait intégralement défaits, ils ne seraient plus rentrés nous faire la guerre. Donc j'estime qu'il faut, sur le plan militaire, les battre, qu'ils se rendent et que ceux qui sont auteurs des multiples crimes de guerre, ceux qui ont sur eux les mandats d'arrêt bien que suspendus, on doit, d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'il faut réactiver, parce que dès lors que le gouvernement a déclaré le M23 comme mouvement terroriste, on doit réactiver les mandats d'arrêt lancés contre ces dirigeants. Mais jusqu'à ce jour, ça n'a pas été lancé. Pourquoi? Je ne sais pas. Un autre élément, nous ne devons pas sous-estimer le Rwanda à cause de sa petitesse, non. Ce qui fait la force d'un pays ou d'une nation, ce n'est pas l'étendue géographique. Je vous donne un exemple. Israël aujourd'hui, c'est un petit État, mais qui fait face à l'ensemble du monde arabe. C'est la tête, parce que la meilleure richesse, ce sont les ressources humaines, ce ne sont pas les mines. Là où il y a les gens qui ont les têtes, qui travaillent comme en Israël, on produit les richesses, on produit le bien-être, la sécurité et j'en passe. Raison pour laquelle je nous invite les uns et les autres, principalement les dirigeants, au sérieux et faire en sorte que nous ayons tous les moyens, tous les mécanismes, toutes les stratégies qu'il faut pour mettre un terme à cette guerre. Mike a dit aujourd'hui que le M23 est en train de se mouvoir à tout moment. Mais ça signifie aussi que sur le plan stratégique, nous sommes faibles. Parce que ça fait plus de 6 mois. Comment se fait-il que nos services soient incapables de détecter que ce mouvement est en train de changer de position, de stratégie? Non. Je rappelle encore que le M23 ne perd pas du terrain depuis 2 mois. Au contraire, il gagne. Parce que il y a une semaine passée, la société civile du territoire de Rutshuru a dit qu'aujourd'hui, le M23 occupe déjà plutôt 90% de ce territoire. Et la crainte était qu'il y ait débordement vers le territoire de Massissi. C'est l'axe actuellement vers lequel le M23 voudrait s'engager. D'où la nécessité à ce que nous puissions avoir une armée, non pas seulement forte, républicaine, mais aussi animée par des gens patriotes et pas des commerçants qui profitent de cette guerre pour se remplir les poches, parce qu'on ne doit pas l'oublier, nombreux hauts cadres de l'armée profitent de cette guerre. Il y a aussi des opérateurs économiques qui profitent de cette guerre. Donc c'est une situation où il y a plusieurs implications. Il faut détecter, et c'est le travail, comme le disait Mike, des services d'intelligence, de faire en sorte que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, profitent de cette guerre soient mis à l'écart et déférés une fois identifiés devant la justice. Parce que si on ne le fait pas, on sera dans ce cycle infernal d'insécurité qui aujourd'hui totalise plus de 25 ans. Parce que c'est depuis 1994 que nous sommes dans cette situation. Il y a des gens qui fêtent aujourd'hui 27 ans, 28 ans, qui sont nés dans la guerre, ont étudié et se marient dans la guerre. C'est impensable. Si la partie ouest du pays n'est pas construite, c'est à cause de ça. Vous voyez, tous les projets de développement sont orientés vers la zone est, surtout avec les partenaires de l'Union européenne et autres. On dit que c'est la zone où il y a la guerre, on doit construire. Aujourd'hui, si vous allez à Bunia, vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas identifier Bunia comme une ville. C'est un village. Si vous allez à Inongo, à Bwende, les infrastructures de l'État sont dans un état de délabrement très avancé. Mais si vous allez à Beni, Butembo et même Goma, vous serez surpris de constater que là où il y a la guerre, on construit, mais là où il n'y a pas la guerre, la situation est délestée. Raison pour laquelle nous devons réfléchir pour voir comment faire en sorte qu'il y ait paix sur l'ensemble du territoire et que la reconstruction de cette grande nation soit
la même partout et non qu'il y ait une zone. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire là, on peut déduire que Kagame, qui soutient le M23, est en train de nous distraire à travers tout ce qu'il dit comme déclaration. Autant sur terrain, il y a toujours le M23 est présent. Non, il ne nous distrait pas. Lui a son agenda, il a son plan à lui. Donc, il n'y a pas d'amis, c'est pas question de pitié ou de bonne foi. Quel est l'intérêt pour lui dans ce qu'il fait? S'il trouve des dividendes, il va continuer dans cette logique. C'est à nous maintenant de nous protéger. Quand nous allons vers les autres, que ce soit Congo, Brazzaville, Angola, nous ne devons pas les prendre pour des enfants des cœurs, non. Nous devons à chaque fois avoir notre agenda à nous et savoir comment faire avancer nos pions. Notre intérêt, l'intérêt des Congolais et pas l'intérêt de la sous-région ou de l'Afrique tout entière, non. Comme le disait Trump, l'Amérique d'abord, et moi j'ai toujours dit, le Congolais ou le Congo d'abord avant tout. Parce que si nous ne privilégions pas nos intérêts et nous trouvons et avoir avec nous mécanismes, stratagèmes pour faire avancer nos pions, nous faire valoir, nous allons continuer à pleurer des décennies. La situation ne va pas changer. D'où la nécessité de revoir notre façon de planifier pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et puis continuer avec les œuvres de développement. Alors, à l'allure où vont les choses, dernière question avec vous, Walter Kouy. Est-ce que nous tendons vers la pacification de cette partie est de la République démocratique du Congo parce que tout le monde dit Kagame est aux abois ou il faut encore du temps? C'est depuis 2003, je crois, après le retour, le 1+4, qu'on avait dit la paix est revenue. C'est maintenant la vraie reconstruction et le développement du pays. Mais est-ce que depuis 2003 jusqu'à ce jour, la situation a changé? Je ne pense pas. Il y a eu naissance d'autant de groupes armés qui naissent tous les jours. Même après les pourparlers ou l'accord de Nairobi, récemment, il y a encore des groupes Codeco ou les petits-fils ou je dirais un autre cousin ou petit-fils ou fils des Codeco qui est né, qui continue à faire commettre des exactions dans la province de l'Ituri. D'où la nécessité de nous organiser. Le vrai problème chez nous, c'est le manque de sérieux. Il y a beaucoup d'affairistes dans les institutions et même dans l'armée, ce qui empêche de développer. Comment se fait-il que le président donne des instructions aux gens supposés travailler pour la République, mais que ces instructions, des fois, souffrent dans leur application? Vous ne pouvez pas vous dire que nous trouvons des difficultés à travailler. Non. Quand vous avez accepté de servir sous le drapeau, vous avez accepté le sacrifice, aller jusqu'au sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Les hommes en uniforme ne doivent pas se plaindre de ce qui se passe. On les paye pour ça. Ils ont choisi ce travail-là. Ils doivent, c'est une obligation pour eux, de faire en sorte que tous ces groupes armés et leurs complices soient vaincus sur le plan militaire. Et c'est de cette façon-là que la paix véritable reviendra en République démocratique du Congo. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Merci, Walter Kouy. Alors, on passe au deuxième sujet avec Joseph Kongolo. C'est Kayembe. Joseph Kayembe, merci. C'est la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. $1 échangé dans plusieurs coins de la capitale aujourd'hui à 2200 francs. Vous avez aussi fait ces constats? Oui, j'ai toujours dit, quand on échange sur ces sujets, que les problèmes, souvent, c'est d'abord les gouvernements congolais qui sont à la base de ces situations. C'est vrai, lorsqu'on parle de l'inflation, il y a quand même quelques critères qu'il faut mettre en place. Mais nous avons un problème dans notre pays. Le plus grand problème en ce qui concerne les prix de dollars ou les prix ou les hausses, c'est que chaque cambiste a un mot à dire. Personne ne les contrôle. Personne ne contrôle. Donc, on peut avoir la capacité d'avoir autant de billets de banques francs congolais. Et chez moi, quand vous venez chez moi, je dis qu'aujourd'hui,
Comme j'ai des amis qui viennent prendre chez moi des francs congolais pour aller échanger. Ah, vous êtes aussi cambiste. Non, non, je donne un exemple. Oh, ok. Je donne un exemple. Mais je peux soit augmenter les prix ou baisser les prix sans être inquiété. Mais si vous essayez un peu de quitter notre pays, aller ailleurs, on ne peut pas permettre à n'importe quel citoyen de faire n'importe quelle chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans un pays organisé, on doit d'abord organiser ces secteurs. Les plus grands problèmes, ce sont nos frères cambistes. Comment on ne peut pas avoir des bureaux d'échange officiels? On sait que telle part, si j'ai autant d'argent, allez-y même au Congo-Brazzaville ici. Allez-y en Angola. Allez-y dans des pays, d'abord ici en Afrique, vous n'allez pas trouver des citoyens qui se comportent comme des rebelles, comme si on était dans une jungle où quelqu'un peut se réveiller un petit matin, dire que désormais, moi je change à 2200, à 2300, à 2400. Donc, c'est du jour le jour. Et le gouvernement est là. À un certain moment, on nous disait, non, si on va voir un cambiste qui affichait les prix, on va faire. Où en est-on avec ça? Où en est-on avec ça? Donc, nous-mêmes, nous Congolais, le gouvernement congolais, je dirais, n'est pas à la hauteur de sa tâche. N'est pas à la hauteur. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et ce qui est même grave, vous allez voir les dollars qui montent, les prix, la hausse des prix, mais d'abord sur le marché, il n'y a pas l'impact. Donc, les prix, donc, il y a d'abord, là où on achète la quantité, donc suffisante pour revendre, et vous allez voir que les prix restent les mêmes. Mais il y a quelqu'un, un Congolais, qui a autant de billets de banque, nous ne savons pas. Ce sont des frappeurs, où est-ce qu'ils en trouvent? C'est la banque notre banque qui occasionne. Qu'est-ce qui se passe réellement? Donc moi je pense que ces problèmes, c'est le gouvernement congolais qui doit mettre fin, qui doit quand même constituer des garde-fous pour nous éviter tous ces problèmes. Merci Joseph Congo. Alors, Magardi Diana, Joseph évoque le manque de contrôle du gouvernement. Moi, j'ajouterais, est-ce que c'est là encore dû à la guerre à l'Ukraine, à la Covid-19, comme c'était évoqué il y a quelque temps? Et quelle analyse vous faites de cette situation aujourd'hui? Il y a des tableaux partout, 22, j'ai vu même 22 510 $. Merci, je vois que vous avez hérité de l'ironie de Serge, mais ça n'a rien à voir avec la Covid, même si ça peut être des agents causaux d'une situation économique dans différents États, comme ça a été le cas, et c'est encore le cas chez nous. Mais le problème de dollar, jusque-là, il faut dire vrai, on ne sait pas avoir avec précision quels sont les éléments qui peuvent justifier justement cette forme d'inflation. S'il faut s'en tenir au communiqué de la Banque centrale, c'est que la Banque centrale n'a jamais cautionné une quelconque hausse en termes de taux de change. La Banque centrale, d'ailleurs, si vous arrivez à la Banque centrale, le taux affiché, c'est le même taux qu'on utilise généralement, c'est-à-dire 2,5, quelque chose, qu'est-ce que je dis pas, 2,5 à 20,50 ou à la limite 21. Mais quand on arrive à 22, 23, s'il faut s'en tenir à ces communiqués-là, ça veut dire que ça serait un problème des spéculations au niveau du marché d'échange. Alors il y a manque de contrôle. Maintenant, le problème, c'est que la spéculation aussi n'est pas un mal abstrait. Ce n'est pas quelque chose qui naît de rien. Ça veut dire qu'il y a eu une situation, soit une carence en approvisionnement en termes de devises, qui fait que généralement, les cambistes décident cette fois-là de revoir à la hausse le taux. Mais il peut y avoir une explication plausible et qu'on ne nous dit pas, peut-être pas. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que, au regard de l'exécution du budget 2022, qui a été presque totale, l'État congolais a engagé beaucoup de dépenses vers ces fins de l'année et que finalement, on aurait certainement, c'est une hypothèse, touché justement aux réserves, qui justement a créé ces déséquilibres et qui a occasionné justement ces difficultés en approvisionnement en termes de devises. Ça, c'est une hypothèse qui me semble très plausible, qui peut justifier justement l'attitude, cette posture cavalière de cambiste. Mais en gros, il va falloir que forcément on évolue dans l'approche communicationnelle, surtout sur des questions
aussi crucial comme ça. Le communiqué de la Banque centrale ne rassure personne. C'est vrai qu'ils disent, sans pour autant justifier les causes, sans pour autant donner des orientations, que la Banque centrale n'a jamais cautionné une hausse de taux et que finalement le taux reste le même. Tous ceux qui le font, c'est par spéculation et par mauvaise foi. Et personne ne contrôle, personne ne gère des secteurs. Quand vous dites personne ne contrôle, je me demande, vous voulez parler de quoi? Parce qu'à un moment, on avait même interdit, comme l'a relevé Joseph Kaembe, aux cambistes d'afficher les tableaux, en lutter contre cette spéculation. Le besoin de ne pas afficher est une stratégie. C'est-à-dire que quand on est dans un contexte où on ne sait pas trop maîtriser la fluctuation de choses, pour ne pas créer de la tension et pour ne pas laisser libre champ justement à des cambistes véreux, parce qu'aujourd'hui, il ne faudra pas oublier que le Congo, tout est venu valeur marchande. C'est-à-dire, le Congolais même pour rien. Quelqu'un peut juste voir le ciel s'obscurcir, il dit, boule et linguebet, et puis tu arrives, la moto, tu payes 2000, tu demandes combien, il dit 4000. Il sait qu'on est tous pressés pour rentrer à la maison. Si tu refuses, et personne ne contrôle. Si tu refuses, quelqu'un d'autre prendra la moto à 4000 à ta place. Et malheureusement, ça c'est devenu presque, je ne vais pas l'appeler valeurs, des antivaleurs intrinsèques à la vie, à la société congolaise. Et je crois qu'à ce niveau-là, je peux accepter aussi une forme d'absence de contrôle dans le marché, surtout en termes de la politique monétaire. C'est une certitude, autant que ça l'est dans beaucoup de secteurs, qu'il faut forcément recadrer. Mais je crois qu'à ce stade ici, s'il faut aller vite, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Mais l'hypothèse plausible que moi je trouve, c'est que l'État congolais aurait engagé des dépenses, je dirais extra-budgétaires, en attendant l'exécution du budget 2023 qui interviendra au mois d'avril, et que finalement on aurait touché aux réserves, ce qui a créé... on a touché aux réserves d'échange. Qui aurait créé ces déséquilibres finalement qui favorisent la spéculation au niveau du marché, due à l'incapacité aux professionnels de la monnaie de pouvoir s'approvisionner calmement en termes de devises. Et Walter, comme conséquence, c'est la hausse de prix des denrées sur le marché. La population est en train de souffrir. Nous avons une économie extravertie, c'est ça la seule raison, l'une des grandes raisons, parce que nous importons tous les biens. Et quand vous importez tous les biens de première nécessité, c'est tout à fait normal qu'il y ait évasion des devises. Parce que tous ceux qui ont vendu au mois de décembre des biens et services sont en train de rechercher les dollars pour aller refaire leurs achats. C'est ce qui fait que cette hausse des demandes du dollar américain puisse provoquer cette inflation que nous constatons. C'est comme ça chaque début d'année? C'est chaque début d'année que le dollar prend de l'ascenseur parce que, comme je le disais, la demande de la devise fait en sorte qu'il y ait inflation. Raison pour laquelle nous devons être à mesure de produire nous-mêmes les biens de première nécessité, comme tout ce qui est consommé au mois de décembre. Prenons le riz. Pourquoi autant de milliers de kilomètres pour avoir le riz du Pakistan, de la Malaisie et disons des pays asiatiques, alors qu'ici avec Bumba et Kikwit, on pouvait mieux produire le riz, et même Gili Brasserie peut assurer l'autosuffisance alimentaire en termes de riz dans la capitale. Donc, d'où la nécessité de réfléchir sur cette question aussi. De la production locale. Alors locale. Là, on s'interroge sur le rôle du ministère de l'Agriculture. Malheureusement, ce ministère a été beaucoup émietté. Je ne sais même pas, il y en a combien aujourd'hui. Agriculture, c'est à part. Pêche, c'est à part. Développement rural, c'est à part. Ils sont plus bureaucrates, hein? C'était un tout. On devrait avoir un programme cohérent qui assure le développement de l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Malheureusement, le politique, nous avons une très mauvaise politique en matière de l'agriculture et du développement rural, ce qui fait que nous soyons dans cette situation. Rappelez-vous, on nous a promis ici qu'il y aurait autant de poissons venant avec le quota qu'on a acheté en Namibie. Oh, jusque-là, c'est toujours en route, c'est pas encore arrivé. Je ne sais pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est 2 ans, mais non, c'était l'année passée. Oui. Pardon? Cette commande-là a déjà été perdue. Ça a été perdu. Et l'argent? On avait renouvelé la commande. On avait renouvelé la commande. Est-ce que ces chinchards-là sont arrivés? Pourquoi pas? L'État ne peut pas acheter des bateaux pour commencer à faire la pêche, mais pourquoi pas promouvoir les privés congolais pour qu'ils achètent des petits bateaux pour pêcher ici sur nos lacs, sur nos rivières? C'est faisable que d'aller tout le temps dépenser autant d'argent à l'étranger pour des raisons presque inexplicables.
D'où la nécessité, à mon avis, de revoir notre politique en matière d'agriculture. Nous sommes un pays qui ne peut pas souffrir de la faim et de la soif. Mais ce sont des mauvaises politiques qui poussent à cette situation. Et ce qui fait qu'on peut avoir autant de réserves d'échange, l'inflation va continuer parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons autour de 4 milliards. Mais ça n'empêche pas cette inflation. D'où il faut revoir la situation pour faire en sorte que nous soyons à mesure d'assurer l'autosuffisance alimentaire avec notre production locale pour éviter ce cycle infernal d'inflation. Alors, vous ajoutez, en fait, Diana, oui. Walter est revenu sur les questions de premier rang. C'est vrai qu'à la fin de l'année, avec tout ce qu'on importe, généralement, la plupart d'importateurs s'approvisionnent, fait de la rétention de la devise pour finalement aller refaire leurs commandes en dehors du pays. Ça, c'est connu à la fin de l'année. Mais le problème évoqué ici, c'est que quand vous avez des réserves à hauteur de 4 milliards, c'est un problème qu'on peut régler et résoudre. Parce que rien qu'avec 1 milliard de 100, on peut gérer le marché. Donc c'est un problème de gestion. Maintenant, le problème, c'est que quand j'évoquais la question de l'usage de réserve, c'est qu'on ne peut pas expliquer avoir une réserve de 4 milliards et ne pas être en mesure de juguler ce problème-là de rétention de devises par les importateurs qui reviennent généralement pendant les grandes périodes de festivité. C'est là où je dis que, à mon sens, il y a eu un problème d'approvisionnement. Parce que, c'est comme je le dis, quand vous avez 1 milliard 200, vous pouvez régler, il est connu dans les études qu'on peut résoudre ces problèmes-là, d'éviter l'inflation. Mais on en a plus de 2 fois. On a atteint 4 milliards. À la question, c'est que comment avec 4 milliards, on n'arriverait pas à gérer. C'est à ces niveaux-là que se situe le problème. C'est là où j'estime que, finalement, dans les dépenses engagées ici, dans les dépenses publiques et sociales engagées vers la fin de l'année, on aurait certainement touché à quelque chose qui nous empêche ou qui empêche à la Banque centrale de pouvoir intervenir sur ces marchés-là. Mais sur les questions de rétention des devises, ça c'est connu, c'est régulièrement. Pendant les grandes périodes de fête, c'est-à-dire les fins d'année, les grands moments de grande consommation, généralement il y a ces problèmes-là. Mais c'est justement pour ça qu'il y a de réserves, pour pouvoir résoudre tant soit peu ces problèmes-là, le temps que le flux commerciaux reprennent le cours normal. Donc en gros, il y a un problème en interne si on n'arrive pas à gérer ces dossiers. Voilà, ce qui est fini. Joseph Kayembe, vous avez peut-être un mot pour conclure par rapport à cette affaire que doit faire le gouvernement face à une situation pour alléger un peu la charge de la population qui souffre déjà. J'espère que mes deux co-débatteurs ont quand même donné beaucoup plus d'explications. Peut-être, si je pouvais revenir sur ce que j'ai dit, en dehors des aspects qui viennent d'évoquer, il faudrait qu'il y ait aussi l'encadrement de l'utilisation de notre monnaie. C'est très important de ces côtés-là. Si on n'encadre pas, si on continue à vivre dans une jungle, rien, même si on aura autant d'échanges, on aura de réserves, on va chanter, avoir autant, mais si on ne règle pas ces problèmes, on aura toujours des difficultés et les dollars, il y aura toujours hausse des prix. Voilà, merci Joseph Kayembe, merci à Walter Kouy, merci à Margadi Diana, merci à s'enrôler. S'enrôler, hein. Oui, les problèmes techniques aussi, plusieurs. Les problèmes techniques sont en train les machines qui ne fonctionnent pas bien. C'est le gouvernement qui, malheureusement, n'aide pas la CENI, a finalement voulu coupler les choses, mais ne sait pas dire aux gens exactement qu'on n'a pas à donner assez à cette CENI-là, et que parce que les cartes de cette fois sont provisoires, il y aura des cartes d'identité après, il fallait réduire sensiblement le coût. Il faudra que le gouvernement accompagne la CENI dans son approche. Voilà, allons nous faire enrôler. Voilà, chose qui est finie. Merci à l'équipe technique, Doudou Monti, Rimoro Nzambe, Dadi Kusaka, Aaron Kano et Christella et les autres. Merci, demain à la même heure. Au revoir.